D'où est venu ce livre? Alors, bon, je ne me suis pas présentée, vous irez sur LinkedIn, vous verrez mon profil, on s'en fout. J'ai plusieurs casquettes. Je suis avocate spécialisée en droit des affaires, droit de l'Internet, donc a priori rien à voir avec les droits humains. J'ai écrit, oui, a priori, enfin aujourd'hui tout est connecté, mais a priori on pourrait penser que c'est un droit très très technique. J'enseigne aussi en université, en école de commerce et d'ingénieur, à Polytechnique, etc. Sur des questions qui touchent à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la problématique des droits humains, moi je la vis comme beaucoup d'entre vous ici, plutôt à titre personnel, dans des associations, en faisant du bénévolat, des choses comme ça. Bon. Et puis j'ai ma vie professionnelle, on va dire alimentaire, celle qui me nourrit, celle qui paye les factures à la fin du mois. Parce que les droits humains, ça ne me paye pas malheureusement. Donc c'est forcément un travail supplémentaire. Et pourquoi je vous parle de mes étudiants? Parce que ce livre est parti d'un moment de discussion que j'ai eu avec mes étudiants, des étudiants qui sont donc en 5e année école d'ingénieur, et en parallèle des discussions que j'avais avec mes amis proches sur justement mon inquiétude. Je disais, je suis très inquiète, je vois la montée des extrémismes, je vois la montée de la violence, je ne suis pas dans ma bulle enfermée par le côté CSP++, donc je prends le métro, je prends le bus, je vois ce qui se passe. Je suis parisienne, je vois ce qui se passe dans la rue, je me pose des questions et ça m'alerte. J'en parlais autour de moi. Et j'en parlais à mes étudiants, et puis il y a un de mes étudiants qui, à quelques jours d'intervalle, en même temps qu'un de mes amis âgés de 60 ans, donc j'avais la vingtaine là, et puis la soixantaine, un qui va bientôt rentrer dans la vie, et l'autre qui est en train de penser peut-être à prendre sa retraite, si un jour ça existe, et qui m'ont tous dit, enfin m'ont sorti cette phrase, la même en fait, ils m'ont sorti la phrase, on n'y peut rien de toute façon. On n'y peut rien de toute façon. Et d'ailleurs, je l'écris dans mon avant-propos, ça m'a laissé sans voix. Alors pas sans voix comme aujourd'hui, mais sans voix. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. Alors encore que la personne de 66, bon ben voilà, j'ai tout essayé, il y en a marre, qui sont un peu fatigués, je peux comprendre. Mais qu'un jeune de 20 ans me dise, on peut rien y faire de toute façon, ça m'a vraiment posé un problème. Ça a tourné dans ma tête comme ça pendant un petit moment. Et puis je me suis dit, il faut que je sache un peu plus sur les vraies raisons. Parce que derrière ce on n'y peut rien de toute façon, qu'est-ce que ça cache? Et en fait, ce que ça cachait, c'était principalement que les profils en question qui disaient ça, soit ils ne se sentaient pas en compétence ou en légitimité pour traiter des droits humains, ils disaient ouais mais toi tu comprends, t'es avocate, t'es chroniqueuse, t'es une intello, quoi, donc c'est normal que ça t'intéresse le truc. Certains me disaient ouais mais moi je ne suis pas journaliste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas aide-soignant, donc je ne suis pas concernée parce que ce n'est pas mon métier. Comme s'il fallait avoir un métier des droits humains pour défendre les droits humains. Donc c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, c'était que souvent ils ne savaient pas par quoi commencer. Ils disaient ouais mais même si je voulais faire quelque chose, bah, je ferais quoi? Je commencerais par quoi? Et ça tombait, donc cette réflexion, cette mini-enquête que je menais, mais pas avec l'idée de faire un livre au départ, ça tombait en même temps que la promotion d'un autre livre que j'ai fait sur les bonnes résolutions. Un jour, j'ai écrit un bouquin là-dessus, après avoir écrit chez Erol et chez Larousse des bouquins sur l'entrepreneuriat, j'ai écrit un bouquin sur comment tenir ces bonnes résolutions. Et je me suis dit, mais si finalement la bonne résolution, c'était de défendre les droits humains. Et si on appliquait les méthodologies du développement personnel et professionnel, les droits humains, ce serait peut-être un bon truc. Et c'est parti comme ça. Et là, je me suis dit, à titre personnel, si je devais appliquer la méthodologie que j'essaie de partager avec d'autres, qui est de dire, en fait, prenez vos acquis, prenez vos compétences, prenez vos capacités, prenez votre réseau relationnel et voyez ce que vous pouvez faire fructifier de tout ça en rapport avec des causes qui vous importent. Parce que, évidemment, les droits humains, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est extrêmement vaste. Dans les droits humains, on a la torture, on a les violences faites aux femmes, on a le racisme, on a l'homophobie, enfin on a plein de trucs. Donc, il y a des causes qui vont nous parler plus que d'autres et ça, il faut l'accepter. On ne peut pas se battre sur tous les fronts. Donc, il va falloir choisir à certains moments. Là, on sera forcément plus en forme, parce que plus motivé, parce que forcément il y aura des baisses de motivation, c'est un peu comme les bonnes résolutions du 1er janvier. Au début on y va très fort en se disant ouais je vais y arriver et tout. Et puis après il y a la vie qui s'y mêle, il y a des impératifs et on n'arrive pas à tenir. Donc c'est parti de là en fait. Et je me disais bon bah finalement faisons un constat mais qui ne soit pas que larmoyant, qu'il soit aussi un bilan positif, parce qu'il peut y avoir aussi des choses positives. Donc le livre est organisé comme ça, en ayant en tête, alors ça c'est peut-être le côté un peu prof, en ayant en tête qu'il fallait faire de la pédagogie d'abord sur les articles de la déclaration,
parce que je m'apercevais que ce qui semblait complètement évident à la lecture, vous savez, quand vous lisez un article qui vous dit que toute personne a le droit à une personnalité juridique. Ouais, d'accord, ça veut dire quoi, personnalité juridique? Alors quand on est dedans, on a du mal à comprendre que les gens n'adhèrent pas, parce qu'en fait, ils ne comprennent pas. Donc j'ai pris chaque article que j'ai traduit, donc avec d'un côté ce que dit le droit, ce que dit la déclaration, ce que dit l'article, et la réalité des faits. Et la réalité des faits sans concession, c'est-à-dire avec ce qui va, ce qui va pas. Moi, ce qui me frappait aussi, c'est que souvent, quand on parle des droits humains, on parle des statistiques. Alors, 70% des femmes auraient subi dans leur vie au moins des violences physiques ou verbales. Bon, bah, c'est ok, 70%, c'est bien de le dire, parce que ça fait froid dans le dos, certains chiffres, ça agresse. Mais quand vous lisez le témoignage de quelqu'un qui subit des violences, c'est autre chose. Là, tout d'un coup, on n'est plus juste dans le quantitatif, on n'est plus juste dans les statistiques. Et moi, j'ai toujours à l'esprit notre grand maître Cicéron, qui disait que pour convaincre, il fallait certes argumenter, séduire, mais aussi émouvoir. Et je me suis dit qu'en fait, si j'arrivais dans le livre, de manière la plus simple possible, en ne jargonnant pas, en utilisant des mots simples pour que tout le monde comprenne, expliquer pour argumenter, dire, voyez, là, il y a un truc à faire. En même temps, la séduction, alors pas la séduction qu'elle pense spontanément, mais la séduction qui veut dire qu'il soit séduit par le sujet, qu'il soit intéressé par le sujet, et qu'ensuite il soit touché. Quand vous êtes touché, tout d'un coup, vous êtes impliqué. Si vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas impliqué. Alors l'objectif, c'est pas évidemment de faire peur, mais c'est de se dire, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut arrêter de fermer les yeux. Mais en même temps, après donc ce petit bilan, et qui quand même laisse penser que, bah mince, on va régresser sur pas mal de points, on pourrait être défaitiste, complètement déprimé, j'ai fait le choix aussi de voir ce qui avait bien avancé, parce qu'il y a des belles choses qui ont avancé en 70 ans. Moi, 70 ans, 48, c'est l'année de naissance de ma maman. Donc ça a été un double repère. Je lui ai dit, tiens, tu vois, t'es née en même temps que la Déclaration universelle des droits. Et moi, je vois l'évolution, je la vois aussi dans ma sphère familiale. C'est aussi intéressant de ne pas regarder que les évolutions ailleurs, parce qu'on se dit, ouais, mais si ça a super évolué pour eux, c'est que forcément, ils étaient super tip-top, machin. Non, ça a évolué pour tout le monde. Et d'ailleurs, à un moment donné dans le livre, sans raconter trop ma vie, mais quand même, sur 2 pages, je fais le constat en disant que moi, aujourd'hui, en l'état actuel de ma situation, vu mes origines extrêmement métissées, si j'étais née à une autre époque, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que métisse, parce que femme, parce que issue d'un milieu extrêmement modeste. Alors qu'aujourd'hui, en presque 2020, je fais des choses, je suis là devant vous, ça n'aurait pas été possible ça il y a plusieurs années. Je ne suis pas sûre que ça aurait été possible il y a 70 ans. Et c'est tant dans la sphère, on va dire, institutionnelle, la sphère universitaire, etc., que dans la sphère de proximité, familiale, de voisinage, etc. J'ai eu la chance, et je voudrais les remercier aussi, que mon livre soit doublement sélectionné pour 2 prix. Pour l'été dernier, c'était dans le cadre du prix du livre et droits de l'homme de la ville de Nancy, un prix qui a été mis en place par André Rossino et avec l'appui de Simone Veil. Donc j'étais très contente, je n'ai pas eu le prix, j'étais dans les 10 finalistes, mais je me suis dit on s'en fout. Ce qui compte, c'est que les droits humains soient à l'heure. Moi, ce qui m'a frappée, c'est que c'était de voir, pourquoi je vous parle de ça, parce que c'était de voir la mobilisation. C'était de voir la mobilisation, de se dire, mais finalement, dans mon historique personnel, j'étais en mesure de voir en live, concrètement, une mobilisation, quelque chose qui n'aurait pas existé avant. Et la semaine, je ne sais même plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, parce que je fais tellement de trucs, que j'ai une partie, parce que j'ai des origines russes, polonaises, américaines et martiniquaises, et il y a une plume littéraire, dite plume antillaise et d'ailleurs, qui m'a été remise il y a quelques temps de ça, et c'était amusant de voir comment les gens se positionnaient, parce que vous savez, la dynamique des ghettos et la dynamique de repli sur soi, elle est dans tous les milieux. Il ne faut pas croire ça. Elle est dans toutes les origines. Et c'était intéressant de voir que d'un côté, on avait fait un super bond en avant, et d'un autre côté, on avait cette tendance au repli, cette tendance au ghetto, partout. Et moi, je le vois dans toutes mes origines, dans tous les milieux sociaux où j'évolue, dans tous les milieux de travail. J'enseigne, je vois qu'il y a une dynamique de repli. Je fais du droit, j'écris des livres, je vois qu'il y a une dynamique de repli.
on fait des chroniques, on s'auto-censure. Donc d'un côté, on est tout le temps comme ça sur une sorte de corde raide à se dire, d'un côté les avancées sont sublimes, il ne faut pas les nier, il ne faut pas être défaitiste, parce qu'il y a des avancées magnifiques. Là, il se trouve que le hasard du calendrier fait qu'on fête les 60 ans du refus de Rosa Parks aux États-Unis de céder sa place dans un bus. Cette femme, elle n'était pas, je veux dire, elle n'était pas avocate, elle n'était pas journaliste, elle n'avait pas. Et le droit, elle n'était pas là pour, puisqu'on était dans un environnement légal qui disait c'est la ségrégation. Donc, c'est aussi ça que je dis dans le livre, c'est que les défenseurs des droits ne sont pas forcément des gens qu'on imagine être faits pour ça. Il n'y a pas un profil type du défenseur des droits, on est tous des défenseurs des droits. Ça passe d'abord par la non-complicité, par le silence. Parler du silence, là, je tiens le coup. C'est quand on voit une injustice et qu'on se tait. Ça, c'est terrible pour la personne qui est victime. C'est parfois même plus terrible que ce que peut faire le bourreau, parce que le bourreau, on peut comprendre. Le pervers manipulateur qui fait du harcèlement moral en entreprise, j'ai aussi écrit sur ce sujet. Il terrorise, bien sûr, on lui en veut, bien sûr, mais on en veut aussi à toutes ces personnes qui auraient pu dire quelque chose, qui auraient pu faire quelque chose, qui deviennent complices. Ça, c'est encore plus terrible. Donc déjà, défendre les droits, c'est pas fermer les yeux, c'est pas fermer les oreilles, c'est aussi éviter de fermer sa bouche. Des fois, il faut aussi avoir l'opportunité, alors c'est pas toujours facile, parce que souvent, associé à ça, il y a la peur de perdre, la peur d'être jugé, la peur de perdre son travail, la peur de perdre ses appuis, la peur d'être traité de personnes qui diffament, on le voit avec les lanceurs d'alerte, tout ça n'est pas aussi simple. Et déjà, c'est pas mal. Et puis, c'est de se dire qu'il n'y a pas de métier. Alors, Yan Vi, tu es pour mon livre. Parce que en fait, quand on s'est rencontrés, grâce à Claude Laurent, moi, je ne connaissais pas Yan Vi. Tu voulais être discrète, c'est ton pire. Et puis je me dis, mais c'est sacrément énorme ça, quelqu'un qui est architecte et qui est dans les droits humains. Et je me suis dit, ça, il faut que je mette comme exemple. Parce qu'on se dit, défenseur des droits, dans une commission, on imagine toujours les mêmes, quoi, les avocats, les journalistes, les politiques. Et c'était aussi un exemple de dire, on a des personnes comme ça. Mon objectif dans ce livre aussi, c'est que les personnes, quelle que soit leur compétence, quelle que soit leur formation, se sentent capables d'être des défenseurs des droits au quotidien. Alors le risque, bien sûr, c'était de rester à un certain niveau, hein, parce qu'évidemment, architecte, c'est pas plombier. Eh bien, le plombier, il peut être défenseur des droits. Et moi, je connais plein de plombiers défenseurs des droits. Les cas qui ne font pas le job, défenseurs des droits, ils vont être spécialisés en, je sais pas, un super fiscaliste qui se dit bah non, moi c'est pas mon sujet, c'est pas ma question. Bah pour moi c'est pas un défenseur des droits, c'est pas parce qu'il a fait du droit qu'il a un diplôme en droit qu'il est défenseur des droits. Donc c'était aussi cette idée et aussi de décomplexer les gens qui se disent c'est pas pour moi par rapport à mon niveau. Alors ça c'était toute la première partie. Je me suis dit bon c'est bon, j'ai assez parlé du bilan en positif, en négatif, j'ai assez fait de la pédagogie pour que les gens se sentent concernés. Allez go, on y va. C'est sur une petite partie à la fin, mais qui est en fait la plus grosse partie, parce que c'est celle qui a à faire entre guillemets seule. C'est le côté méthode développement personnel. Allez go, on y va en 7 étapes, comme on fait pour se saisir du sujet. Donc par exemple, dans les étapes, je parle d'une première étape qui est de se dire qu'on a déjà, hein, on fait la peau au défaitisme. C'est le premier truc. Parce que si vous voulez défendre, bouger, rester motivé, si vous êtes dans le défaitisme et dans le larmoiement, ça ne va pas fonctionner longtemps. C'est contre-productif. Donc déjà, première étape, c'est je dis stop au défaitisme. Ensuite, on passe par des étapes successives. Parmi ces étapes-là, on a des étapes aussi simples que on arrête de se trouver des excuses, quoi. J'ai pas le temps. Là, tu comprends, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis pas compétent, j'ai pas l'argent. Ben, c'est pas des excuses valables, ça. Hein. Ce sont des prétextes pour ne pas agir. Et donc, à chaque fois, pour que les gens comprennent que c'est possible, je donnais dans le livre des petits exemples de personnes, plus ou moins connues d'ailleurs. On dit à quelqu'un qui est très jeune, ben, on va montrer que cette personne très jeune, elle a fait des choses. Dans les personnes plus âgées, évidemment, j'ai parlé de Stéphane Hessel, indignez-vous, je veux dire, il pourrait se dire allez, cool Raoul, je suis tranquille, maintenant je me repose. Ah non, il ne se repose pas, et puis j'en connais d'autres qui ne se reposent pas. Donc ça aussi, c'est des faux prétextes, c'est de se dire en fait, tout est possible à qui le veut vraiment. Une fois qu'on a fait le point là-dessus, on peut passer à la suite.
Et là, par étapes successives, c'est je repère mes acquis, mes compétences, je repère les causes qui m'importent, je crée le lien entre les deux et je commence à agir derrière. Parfois, on peut agir seul, parce qu'on se sent d'agir seul, parfois pas. C'est pas ce qui manque, hein, je veux dire, les associations, les collectifs, vous en êtes, pour certains et certaines d'entre eux, pas mal ici, l'épreuve vivante. Moi je sais pas comment je vais pouvoir faire pour aider directement à telle cause, je peux être utile, et ça peut être une utilité qui soit juste une fois par an. On ne demande pas, il y a ça aussi, hein, il y a cet esprit là aussi des gens qui se disent forcément un défenseur des droits, il est sur le pont toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne pense qu'à ça. Non, pas forcément. Ça peut être la personne qui, 1 ou 2 fois par an, fait de la collecte d'aliments pour la banque alimentaire. C'est juste ça, c'est sa participation. Et il n'y a pas à juger que c'est une moins grande ou moins belle participation que quelqu'un qui pourrait peut-être faire, parce que ça on voit aussi souvent, des effets de manche. Hein, c'est facile de faire des effets de manche, c'est facile de faire des effets médias, on dit ah, t'as vu comme je suis généreux, t'as vu comme je suis préoccupée par tel sujet, etc. Puis quand on gratte, et puis en règle générale le vernis s'écaille très vite, on s'aperçoit qu'il n'y a rien derrière. Donc ce qui est important, et c'est ça aussi que je voulais mettre dans l'ouvrage, qui pour moi est un petit peu comme le relais, vous savez, quand on fait de l'athlétisme, c'est le passage de relais, c'est dire voilà, si ça peut essaimer, ça peut donner une idée, ça peut donner la motivation, en toute humilité, hein. Je ne me dis pas qu'après avoir lu mon livre, tous les gens vont devenir défenseurs des droits, hein, parce que c'est comme pour les bonnes résolutions, il ne suffit pas de lire un bouquin, il faut s'y mettre pour de bon. Mais voilà, donc c'est dans cet esprit-là que j'ai construit cet ouvrage, avec dans l'idée aussi, ça c'est une décision que j'ai prise là, cette année, de beaucoup plus mobiliser les très 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 jeunes. C'est-à-dire faire la pédagogie vraiment chez les tout petits. Ce que je ne fais pas, puisque moi mon public c'est les adultes et ce sont les étudiants des grandes écoles. Et je me suis dit, mais en fait, un texte comme ça, si on est dans la dynamique de l'action, sachant que déjà spontanément chez les jeunes générations, il y a quand même, alors attention au mot fourre-tout, hein, qu'est-ce qu'on entend par jeune génération, c'est toujours ça. Mais si on est dans une dynamique d'échange, de mobilisation, et que on apprend aussi un truc dont je parle aussi, c'est que les droits, oui, c'est vrai, c'est important, mais il n'y a pas que les droits, il y a aussi des responsabilités. Quand j'ai un droit acquis de haute lutte, par mes grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, hein, parce qu'il faut en règle générale 6 générations pour faire changer la donne. En règle générale, on regarde de manière globale. Pour que vraiment quelque chose qui était un rêve, un espoir, devienne quelque chose qui est naturel et dans les usages. Avec des risques de revirement, bien sûr, de situation, avec des risques que, on voit bien hein, en ce moment, il y a des droits qu'on pensait acquis, ils ne sont pas forcément acquis. Hein. Donc il ne faut pas s'endormir sur le laurier joyeusement. Donc on sait que c'est long. Donc comme on sait que c'est long, il va falloir travailler là où c'est tout petit, quoi, parce que sinon on ne va jamais y arriver, quoi. Et rentrer dans cette logique, un peu comme pour la bonne résolution, de go, on y va, c'est l'action. Moi je crois beaucoup à l'action. Parler c'est bien, vous voyez là je vous parle, bon, est-ce que ça va faire vraiment changer quelque chose? Non. Ce qui fait changer quelque chose, c'est l'action qu'on va mener, la première petite action, d'ailleurs en bout de piste de la méthodologie, entre guillemets, développement des droits humains, on fait une première petite action, même toute petite, même un truc qui prend 10 minutes, mais on fait une première petite action, et on la fait en responsabilité, parce que comme je viens de vous dire, on a des droits, on a des responsabilités. C'est pas, ça va m'arriver tout cru, la liberté d'expression, oui, mais ça veut dire que je suis responsable de ce qui est dit. Les réseaux sociaux, le nouveau mode d'expression, j'en parle dans mon livre. Je parle aussi de choses qui sont bien encore plus graves que les réseaux sociaux. Je parle de la note sociale. Vous savez qu'en Chine, quand j'ai écrit mon livre, au moment où j'écrivais mon livre, au 1er mai 2018, sortait en Chine officiellement une directive qui est une directive réelle. Là aussi, là, c'est passage à l'action. C'est pas juste on dit et puis on fait pas. Qui disait, en fait, si vous êtes chinois, vous avez une mauvaise note sociale, donc on repère votre visage. Vous êtes repéré dans la rue, hein, c'est comme pour ceux qui connaissent la série Person of Interest, c'est ça. On vous repère, on dit, tiens, toi, t'as pas payé ton loyer dans les temps, toi, on estime que tu as dit quelque chose à ton patron qui n'allait pas, alors tu vas avoir des points en moins. Et quand vous avez une note sociale dégradée, eh bien, on peut vous interdire de bouger du territoire. On peut vous interdire d'acheter des billets d'avion. Ça n'est pas de la science-fiction.
Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est les régimes où on n'assume pas, où on se dit être une démocratie, où ça part en vrille. Moi, ça me pose un problème quand il y a des dirigeants qui sont des dirigeants qui tweetent en se comportant comme des sales gosses, alors qu'ils devraient être des modèles de sagesse et de tempérance. Ça me pose un problème de fond. Et ça me pose aussi un problème sur aussi le désengagement qu'on a d'une certaine jeunesse. Là, je ne parle pas des tout petits, je parle de ceux qui ont 20-25 ans, qui disent ouais, de toute façon, nous, ce qu'on attend, c'est que ça explose. J'ai eu une discussion comme ça avec mon fils a 24 ans. Donc c'est en plein dans le truc. Donc, très investi dans ces trucs, mais dans ces trucs, dans la science. Voilà. Oui, alors, du point de vue politique, ouais, on sait que ça va exploser. On attend quoi? Ça explose. Ah. Alors moi je me suis dit, bon, je suis un peu inquiète pour mon fiston, est-ce qu'ils sont tous comme ça? Donc j'ai commencé je me suis dit, c'est peut-être que les ingénieurs en biologie qui font de la... J'ai pensé ça. J'ai commencé à faire la tournée des popotes sur cette génération des 20-25 ans, tout profil confondu. Des diplômés, pas des diplômés, etc. Habitants en campagne, habitants en ville, c'est ça. Donc là, on peut peut-être un peu s'inquiéter. Le côté un peu résignation, effectivement, on en revient à la phrase de départ, moi qui m'a... On ne peut rien y faire de toute façon. Donc c'est aussi à nous, les générations précédentes, de montrer qu'on peut faire quelque chose. Et quand je dis nous, les générations précédentes, alors ça c'est tout à fait personnel, ça n'engage que moi, mais je trouve que, allez en clair, je vais dire que les plus de 70 ans se bougent, vraiment. Enfin, moi, tous les plus de 70 ans que je connais, ils sont actifs, ils bougent, ils sont... L'autre fois, j'étais à une dédicace pour alors, un autre livre qui n'a rien à voir là, sur le thé, parce que j'adore le thé, c'est très utile. Et là, il y avait... Donc, c'était à Livaro, donc vous voyez, une petite ville sympa en Normandie, le salon du livre et de la gourmandise. Et il y avait une autre auteure qui était là, Irène, une femme pétillante, machin, avec sa petite canne quand même, mais... Et elle sortait son dernier bouquin... un bouquin qu'elle a intitulé Le Cri pour s'indigner par rapport à tout ce qui se passe. 95 ans. 95 ans. Elle n'a pas été se dire il fait froid, c'est le festival de la pomme à 2 pas, donc on risque d'avoir moins de monde. Elle ne s'est pas dit ça. Elle ne s'est pas dit il y a des problèmes de grève ou je ne sais pas quoi. Elle ne s'est pas dit ça. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que le livre qu'elle a sorti, les visuels sont faits par quelqu'un qui a à peu près son âge, qui est allemande. C'est intéressant parce qu'on se dit, 95 ans, si tu remets dans l'histoire, comment elle a été élevée cette femme? Qu'est-ce qu'on lui a dit quand elle était à l'école sur les Boches? Et là, elle a fait tout le travail, machin, et elle se bouge, quoi. Et alors après, quand on descend les générations, je sais pas, il y a une espèce... Et la génération dont je fais partie, moi je vais bientôt fêter mes 47 ans, on fêtera ça au genou. Ben, on est mou du genou, quoi. Franchement, et c'est très rare, c'est pour ça que quand je rencontre des gens de ma génération qui sont mobilisés, en règle générale, c'est rare, et d'ailleurs on est assez content de se retrouver, parce que ça fait du bien, si tu savais, je me sens moins seule. Parce que dans l'environnement global, c'est pas ça. Mais ça n'engage que moi, encore une fois, j'ai pas fait une étude sociologique poussée, enquête, machin, avec les sources et tout ce qu'il faut. C'est un ressenti. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Et puis, il y a les quelques jeunes là, qui quand même se bougent sur l'environnement, qui font des choses, mais qui vont les faire en dehors du cadre institutionnel. C'est-à-dire que les institutions ne font plus rêver, les institutions ne sont plus crédibles, quelles que soient les institutions, quels que soient les métiers. Donc plus vous êtes dans la représentation de l'institution, comme si on voulait faire payer aux institutions le fait qu'elles n'aient rien fait, qu'elles ne se soient pas bougées. Donc c'est aussi à nous, et ce livre en fait partie, je me dis, mais pour que j'aille jusqu'au bout, il faut que je m'intéresse aux plus jeunes, et il faut que je change de support. Le support du livre, c'est bien, c'est sympa. Bon. Les jeunes achètent tes livres, il ne faut pas croire qu'ils ne lisent pas, ils n'ont jamais autant lu, ils lisent surtout de tout, des conneries et des choses très intéressantes sur les smartphones et sur les ordinateurs, mais ils lisent beaucoup d'heroic fantasy. Quand vous voyez les bouquins, c'est des gros pavés, c'est la bonne lecture. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne vont pas vers ces sujets-là? Parce qu'ils ne vont pas acheter un livre sur ces sujets-là, en règle générale. Enfin, quoi que j'en ai qui l'ont fait. Mais c'est plutôt des exceptions. Ils sont déjà militants quelque part, dans le bon sens du mot militant, sans étiquette. Ils ont envie de faire les choses. Et sinon, les autres, non. Alors je me dis, il faudrait peut-être changer le support. Moi, ce qui m'attriste aussi, c'est que tous ces nouveaux outils, les réseaux, les réalités augmentées, les mondes virtuels, ils sont utilisés pour le jeu. Ils sont utilisés par ceux qui sont les ennemis d'en face.
Vous voulez inciter à la haine, on l'a vu cet après-midi, eh ben on n'a qu'à aller sur Facebook. Et sur Facebook, il y a aussi de belles choses, on ne parle pas des belles choses. Parce que ceux qui font les belles choses ne communiquent pas dessus. Moi, je suis toujours atterrée de voir le nombre de manifestations, le nombre d'événements. Il n'y a qu'à voir là, tout ce qui s'est passé là, tout ce qui va se passer cette semaine, on va en entendre parler où ça? À quel endroit on va relayer l'information? Et on va le faire comment? On fait ça à l'ancienne, avec des trucs en mode communiqué? Non, c'est plus possible ça. Parce que ceux d'en face, ceux qui sont pour la haine, ceux qui sont pour la division, ceux qui enflamment, ils le font en utilisant les émotions. Ce que se refusent à faire les défenseurs des droits. On se refuse de faire ça. On se dit, ben non, tu comprends, c'est pas sérieux. Attends, si je suis en train de parler d'un sujet aussi grave que, je sais pas moi, on parlait tout à l'heure de l'atteinte au droit à la vie, quand on pense qu'en Inde, on a des endroits, au Rajasthan, etc., c'est magnifique, il y a des touristes qui passent, et puis au même endroit, on a des mères à qui on oblige de tuer elles-mêmes leurs petites filles, parce qu'il ne faut pas avoir de petites filles, parce que c'est une problématique sur la dot. Oui. Eh bien, on a un problème là, enfin je veux dire, bon, quand est-ce qu'on sera capable, nous, de communiquer en positif, en sortant du truc habituel, de le communiquer parce qu'on va organiser la conférence machin? Je pense qu'il faut qu'on change aussi de support. C'est une grosse réflexion que je partage avec vous, très personnelle actuellement. Je suis en train de revoir, je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Les défenseurs des droits traditionnels ne sont pas sur les mêmes terrains, avec la même puissance que ceux qui sont les attaquants. Oui, ils y sont, hein. Ne vous inquiétez pas, alors là, bon, on n'en a pas parlé cet après-midi, c'est un peu dommage, mais il y a la question du dark web. Le dark web, enfin, je veux dire, c'est le web dark. Alors oui, très sombre, machin, mais enfin, il y a tout là-dedans. Hein. Je veux dire, c'est l'horreur. Hein. Mais par contre, qu'est-ce que c'est attractif? Qu'est-ce que ça parle aux gens? C'est comme les affiches en 4x3 dans le métro, vous avez peut-être ici aussi à Strasbourg, sur le jeu en ligne. Alors tu vas parier sur ton joueur, sur machin, ceci, et c'est percutant, et on prend les héros chanteurs ou les héros joueurs machin qui donnent l'impression d'avoir réussi en 4x3 sur le truc. Regarde comme tu vas t'amuser, regarde comme tu vas t'éclater. On utilise des éléments qui sont des éléments de sensation pour amener les gens à ne pas voir. Tiens, pendant que tu joues, tu ne vas pas penser. Hein. Puis si en plus, pendant que tu joues, tu peux dépenser, ce serait bien pratique. C'est encore mieux. Tu ne penses pas et tu dépenses. Hein. C'est les jeux du cirque. Hein. Enfin, franchement, ça n'a pas énormément évolué, quoi. Et avec les jeux du cirque, on a ça aussi. Hein. Du jour au lendemain, pour le même gladiateur, on te dit, ah oui, bah tiens, il ne pleut plus, allez, tu peux mourir, mon gars. Non, bah, ça, c'est tout d'un coup, tu as fait un truc sympa. Bah, c'est ça. Bah, c'est le même pouce, d'ailleurs, tiens, presque quasiment, hein, qu'on like. Hein. Je te like, hein, tu me likes, je te délike, je te désabonne, je te désinscris, je t'aime plus. Enfin, voilà. Et ça, c'est le truc qui manque, je pense, à mon livre, parce que j'ai eu la réflexion entre temps. Je suis en train de réfléchir à faire quelque chose en ligne. Peut-être pas volume, justement, parce que je pense que peut-être que la clé, c'est qu'on s'exprime là où les ennemis... Moi, je parle d'une guerre, en fait. Hein, et pourtant, je suis très... Beaucoup de gens me connaissent ici, je suis très dans la conciliation, je fais beaucoup de médiation, j'aime pas quand ça se dispute. Mais il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Hein. Je veux dire, en face, ils sont pas tort. Alors, qu'est-ce qu'on leur oppose? Si on continue à leur opposer de la violence, si on continue à leur opposer de l'agressivité, ce que je vois souvent sur les plateaux télé, je chronique aussi, des fois je suis invitée, c'est toujours alors je suis pas d'accord, nanani, nanana, papa, et alors là on va faire de l'audimat parce qu'il y a un tel qui va avoir traité bidule de je sais pas quoi. Ça va pas ça. Ce qu'il faut opposer, c'est du positif. Enfin, de toute façon, il n'y a pas 36 000 façons. Si là j'éteins toutes les lumières, on est dans le noir, il n'y a pas 36 000 façons de ramener de la lumière. Il faut mettre de la lumière, donc il faut mettre des choses lumineuses, positives. Il faut que le positif soit aussi attractif que le négatif actuellement. Quand on regarde certains films des années 70, ça m'arrive de regarder des films des années 70-80, des films comiques. Des fois on se dit, mais attends, mais ça, s'il fallait sortir ça aujourd'hui, ce serait impossible. Impossible. Parce qu'il y aurait une communauté qui dirait que c'est une atteinte à un droit ou je sais pas quoi. C'est ça l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se parle vrai. Et je pense d'ailleurs que le fait qu'on ne soit plus attractif pour nos jeunes, c'est ça. Parce qu'ils ont, alors ça vaut ce que ça veut, hein, ce que ça vaut, les blogueurs ou les youtubeurs en ligne, mais ils parlent cash, ils parlent direct, hein, ils parlent de ce qui se passe dans la vraie vie. Le droit le plus important, en fait, qui est la base de tout, c'est le respect.
Si je respecte l'autre comme une personne, ben oui. Non, pour moi c'est un droit. On a un droit au respect, justement c'est ça le problème. C'est qu'on peut dire j'ai le droit au respect, quelle que soit ma couleur de peau, quelle que soit mon orientation sexuelle, quel que soit mon métier, quelle que soit mon activité, j'ai le droit au respect, juste ça. Et j'ai le droit à ce qu'on ne me juge pas. Et c'est difficile ça.